Agent Médusa, tu te tiens devant la maison d'édition de Milton, le doigt encore posé sur le bouton de la sonnette. Tu relâches pour la deuxième fois la pression et tu entends des bruits de pas. Puis une pression sur la poignée. La porte s'ouvre. Un homme de la trentaine sort de l'encadrement, chemise froissée, mal coiffée, les traits tirés. Il te toise de haut en bas d'un regard interrogateur. Oui, c'est pourquoi ? Bonjour, je suis journaliste du journal Le New Yorker et j'ai été dépêchée ici pour mon dernier article dont je ne peux pas divulguer le nom et j'aurais besoin de voir vos archives. Est-ce que c'est possible? Vous avez une carte de presse ou quelque chose comme ça ? Bien sûr. Et j'en ai une fake, je la montre. On n'attendait personne pourtant. C'est parce que c'est un article écrit dans l'urgence sur une très grosse affaire qui est actuellement en cours. Ça ne peut pas être divulgué. Vous comprenez? Oui, on peut bien vous laisser rentrer. L'homme s'écarte un peu pour te laisser entrer, et une fois à l'intérieur, il referme la porte derrière toi. Tu te retrouves dans un couloir sombre et exigu. Au bout, tu entends des voix qui parlent les unes par-dessus les autres. Dans un geste silencieux, il t'invite à le suivre et à entrer dans la pièce d'où provient ce brouhaha. Et je regarde bien autour de moi quand je passe dans la salle où il y a tous les journalistes pour essayer de glaner la moindre information. La salle est pleine de journalistes, affairés à diverses tâches. Tout ce petit monde est à demi plongé dans le noir. Les fenêtres sont fermées et la lumière peine à passer au travers des persiennes. Debout et assis sur un coin de table, 4 hommes ont une conversation animée, mais ils se taisent quand ils te voient entrer dans la pièce. Seule la lumière bleue des écrans d'ordinateur éclaire les visages inexpressifs de ceux chargés de rédiger les articles. Au fond de la pièce, un homme transporte des piles de papier, les bras chargés de documents. Rien de remarquable à première vue, mais un reflet luit sur quelque chose qu'il porte à la poitrine. Tu réalises qu'il porte le même pins que celui que l'agence vous a remis, identique à celui accroché à ta veste. Tu te figes un instant, mais l'homme qui te guide ne s'arrête pas. Il traverse la pièce et t'attend déjà près d'une petite porte en bois, de la même couleur que le mur sur lequel est inscrit, en lettres ternies, « Archives ». L'ouverture révèle un escalier qui s'enfonce dans les profondeurs du bâtiment. Il fait plus frais ici, et la lumière froide qui illumine la pièce ne te plaît pas. En bas, tu arrives dans une vaste salle morcelée en petits compartiments, séparés par des grilles de métal rouillé. Derrière chacune d'entre elles, des casiers encombrés de papier jauni et de dossiers empilés sans ordre apparent s'entassent. Je vais rester là, avec vous, au cas où vous auriez besoin d'aide. Ça sera pas nécessaire, mais c'est gentil de proposer. Vous êtes sûr ? Je vous assure, j'ai l'habitude. Très bien. S'il y a quoi que ce soit, je serai à l'étage. J'attends de l'entendre bien parti. L'homme remonte d'un pas lent. Il marque une longue pause au milieu de l'escalier, puis tu l'entends reprendre sa marche. La porte d'en haut se referme. Je commence à fouiller un peu, et quand je vois que les papiers et casiers n'ont pas l'air bien rangés, j'essaie de les trier par rapport à ceux qui me semblent en meilleur état. Et j'essaie de suivre les dates pour voir s'il y a au moins un classement chronologique de faits ou pas. Tu te mets au travail. Tu te plonges dans cette tâche familière de tri et de classement. C'est presque devenu une seconde nature pour toi, comme dans ton bureau new-yorkais, où tu es souvent celle qui remet de l'ordre après le passage de tes collègues. Ici, dans cet espace sombre, tu t'efforces de ne pas laisser le malaise t'envahir, te concentrant sur les piles de documents qui s'accumulent autour de toi. Le temps semble s'étioler, glissant entre tes doigts sans que tu ne le remarques, perdu dans ce travail mécanique. Tu crées des tas, classant les papiers en diverses catégories, tentant d'imposer un semblant de logique au chaos ambiant. Des heures passent, les dossiers se succèdent et tu t'enfonces de plus en plus profondément dans ces archives poussiéreuses. Soudain, quelque chose attire ton attention. Une pile particulière. Des articles qui, visiblement, n'ont jamais été publiés. Tu les feuillettes rapidement, mais l'un d'eux te marque. En 1880, une famille d'immigrants français a emménagé en ville, mais suite à une série d'accidents qui ont tué les parents, les 3 enfants se sont retrouvés estropiés à vie et ont fui la maison. Après ces terribles événements, la maison est restée un long moment vacante, jusqu'en 1909, où une nouvelle famille s'est de nouveau installée. Malheureusement, ils ont rapidement été victimes d'une tragédie. En 1914, l'aîné s'est suicidé avec un couteau de cuisine, provoquant le départ de la famille. Par la suite, c'est en 1918 qu'une nouvelle famille, les Macario, ont récupéré la maison
avant de la quitter quasiment aussitôt dans des circonstances curieuses. L'article n'est pas terminé. Sur la première page, une photographie jaunie montre une maison en bois de 2 étages, sombre et menaçante. En regardant l'image, tu ne peux t'empêcher de sentir un frisson te parcourir. L'article est accompagné d'un registre qui indique que la photo a été tirée des archives de la bibliothèque. Tu ne sais pas combien de temps tu as passé ici. Tu regardes autour de toi, il y a encore tellement de travail à faire pour tout trier. Et puis, tu entends la porte à l'étage s'ouvrir. Vous vous en sortez, madame? Vous pensez avoir bientôt fini? Bientôt, oui. C'est pourquoi vous allez fermer? Non, je viens juste prendre de vos nouvelles. Cela fait maintenant 2 heures que vous êtes là. Je voulais savoir si tout se passait bien. Oui. Vous avez trouvé ce qui vous intéresse? Ah, ça, je n'ai pas le droit de vous le dire, par contre. Très bien. N'hésitez pas s'il vous faut quoi que ce soit. C'est gentil, merci. La porte se referme de nouveau. Je pense que je déchire l'article qui concerne la maison et je l'emmène. Je le cache dans mon carnet. Et après, je continue de fouiller. Tu fouilles avec hâte parmi les dossiers, espérant désespérément trouver un article, une mention, quoi que ce soit sur ces enfants disparus. Mais rien ne semble correspondre, pas une ligne ne fait écho à cette histoire troublante. Puis, enfin, quelque chose. Dans une pochette sans titre et non datée, tu trouves un document qui fait mention d'une descente de police organisée contre l'église Notre-Seigneur délivreur de secrets en 1912. Elle a été motivée par des déclarations écrites assurant que des membres de l'église étaient responsables de plusieurs disparitions d'enfants dans le quartier. 3 agents de police et 17 fidèles furent abattus ce soir-là. Les comptes rendus laissent penser que d'importantes personnalités étaient liées à la secte, ce qui expliquerait pourquoi cette affaire est restée dans les archives. Le pasteur fut incarcéré et condamné à 40 ans de prison, mais il réussit à s'évader en 1917 et à quitter le pays. Tu expires longuement, tu désespères de trouver quelque chose d'intéressant ici. Et puis, tes pensées se bousculent. Tes collègues, où sont-ils? Cela fait un moment que tu ne les as pas revus. L'inquiétude grandit en toi. L'homme à l'étage, celui avec le pins identique au vôtre, hante aussi tes pensées. Qui est-il vraiment? Et pourquoi ce détail te semble-t-il si menaçant? Un bruit sourd retentit au-dessus de toi. Quelqu'un a fait tomber quelque chose à l'étage. Mais tu as ce que tu étais venu chercher. Je range mes affaires et je commence à sortir. Tu commences à remonter les escaliers. En haut, aucun bruit. Tu pousses doucement la porte. Ils sont tous là, debout. Ils te regardent fixement. Tu ne sais pas comment réagir. Ce moment dure plusieurs secondes. Mesdames et messieurs, Puis, tout le monde reprend ce qu'ils étaient en train de faire. Et le bruit ambiant repart comme si de rien n'était. Tu t'efforces de ne rien laisser paraître alors que tu te diriges lentement vers la sortie, ton regard balayant la pièce. Tu revois l'homme avec le pins. Il est là, parmi les autres journalistes, parfaitement intégré dans leur routine. Rien d'anormal à première vue. Il se comporte comme les autres, tapotant sur son clavier, concentré sur son travail. Dans un des coins, un homme s'affaire à ramasser une étagère tombée au sol. Le bruit de tout à l'heure, sans aucun doute. merci à tous pour m'avoir laissé regarder vos archives. Aucune réponse. Je pars, c'est vraiment bizarre ici. Tu pars à la hâte. Tu retournes dans les rues de la ville. Le soleil est beaucoup plus bas que quand tu es rentré. Tu es resté un bon moment dans le bâtiment. Comme depuis que tu es arrivé dans cette ville, tu as le sentiment qu'on t'observe. Tu te diriges vers l'hôtel, mais au détour d'une rue, tu vois l'agent Watson et l'agent Burton qui s'avancent vers ce qui semble être la bibliothèque. Tu presses le pas pour les rejoindre. Agent Burton, agent Watson, attendez. Mademoiselle Médusard, vos recherches ont été fructueuses? Pas sur ce à quoi je m'attendais, mais oui. Rien sur les enfants? Je pense qu'il faudrait en parler dans un autre endroit. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et vous, de votre côté, vous avez pu tout déposer à l'hôtel? C'est fait. Oui. Je me dirigeais vers la bibliothèque et Monsieur Burton a eu la gentillesse de m'accompagner. Et il faudrait que je m'y rende également. J'ai une photo qu'il faudrait qu'on retrouve. Allons-y. Allons-y ensemble, un endroit silencieux où il ne devrait pas y avoir grand monde dans ce village. Vous pénétrez dans le bâtiment. Un bureau d'accueil circulaire trône au centre de la salle. Derrière, 2 larges escaliers en bois s'élèvent, menant à l'étage supérieur, ouvert et baigné d'une lumière tamisée. Une grande horloge ancienne, suspendue au mur, indique précisément 17 heures. Derrière le comptoir,
une vieille femme est assise, plongée dans son travail. Elle trie méticuleusement des livres avec des gestes aussi lents que précis. À l'étage, un homme transporte une pile imposante de livres, ses bras tellement chargés qu'il dissimule entièrement son visage. Bonjour. Bonjour. Ah, de nouvelles têtes. Cela faisait un moment. On vient pour des livres. C'est une bibliothèque, madame. Je m'en serais douté. Tout à fait. Vous êtes perspicace, madame. Mais à un point. On me le dit souvent. On va chercher nous-mêmes, je pense. Et ils sont classés comment Oh, ça se voit, vous, que vous n'allez pas souvent dans les bibliothèques. Il y a des indications sur les étagères. Ah oui, c'est que c'est pas pareil chez moi. Et je monte à l'étage pour plus lui parler. Et dans le silence, je vous prie. Vous laissez la vieille dame reprendre sa lecture et vous suivez l'agent Burton. En haut, vous êtes libre de chercher ce que vous voulez dans toutes ces étagères sur lesquelles sont collées de grosses étiquettes qui indiquent la catégorie de livres qu'elles contiennent. Moi, je cherche une catégorie sur le village ou sur la région. Je cherche le rayon un peu folklore, légende du patelin, quoi. Agent Watson, toi qui travailles dans une bibliothèque, tu es vraiment très surprise. Les livres qui s'entassent sur les étagères ne sont pas du tout en rapport avec les étiquettes associées. Des manuels scolaires traînent dans la section consacrée aux légendes de la ville, tandis que des ouvrages d'histoire occupent la partie dédiée à la biologie. Tout est en désordre. Vos recherches vous prennent du temps, à tel point que la nuit commence à tomber. Watson, tu es particulièrement déstabilisé par cette organisation chaotique. Alors que tu consultes un livre qui te paraît avoir de l'intérêt, l'homme que vous aviez aperçu en arrivant prend un bouquin sur l'étagère à côté de toi et le pose sur la pile qui transporte à travers la bibliothèque. Je vais le regarder discrètement. Est-ce qu'il est chelou, lui aussi? Il part dans une autre direction. Il dépose et prélève des piles de livres, les mettant systématiquement à un endroit qui n'est pas à leur place. Tu retournes à la lecture de ton livre. Celui-ci parle d'une légende, à propos de l'église de notre Seigneur délivreur des secrets, une secte occulte qui aurait sévi jusqu'au début du siècle. Cette légende, qui évoque entre autres des enlèvements, est maintenant utilisée pour faire peur aux enfants désobéissants. Un plan schématique de la région indique que ce culte aurait sévi au nord de la ville actuelle, aux abords de la forêt. Médusa, après plusieurs livres, tu finis au bout d'un moment par retrouver la photo de la maison en bois dans un vieux journal. L'article explique qu'en 1852, Walter Corbett aurait été contraint de quitter la région sous la pression du voisinage qui lui reprochait certains comportements fâcheux. Watson, en continuant tes recherches sur l'église, tu apprends que peu de temps avant sa mort, M. Corbett aurait déposé une réclamation afin que son cadavre soit enseveli dans sa cave. À l'ouverture du testament, la ville a refusé catégoriquement d'accéder à cette demande. Mais le révérend Michael Thomas, pasteur de l'église de notre Seigneur délivreur de secrets et exécuteur testamentaire de M. Corbett, a alors intenté un procès contre la ville. Malheureusement, tu ne trouves aucune information concernant l'issue du procès. En revanche, l'église de notre Seigneur délivreur de secrets a été fermée en 1912. Dans ce cas-là, si je retrouve rien d'autre, je vais les retrouver pour partager. En tout cas, qu'on s'isole pour pouvoir partager nos trouvailles. Ce qui m'embête quand même, c'est qu'on a trouvé vraiment aucune information sur les enfants. Il y a rien. Il suffit peut-être de demander au monsieur qui range. Peut-être que lui, il a plus vu quelque chose. On peut, mais pareil, un peu bizarre. J'ai l'impression que c'est un peu le mot aujourd'hui, mais est-ce qu'il travaille ici? Moi, je me fierais... Oui, je me fierais à ton instinct plutôt. Si tu le trouves bizarre... Vous voulez même pas tenter? Bah, c'est-à-dire que... Bon, après, il est bizarre. C'est juste que dans une bibliothèque, il n'arrive pas à ranger les livres dans certaines catégories, mais Si vous voulez, moi ça me connaît les gens bizarres, je peux toujours tenter. peut-être essayons de débloquer la situation. Soyez peut-être prudente. J'arrive et je fais semblant un peu de trébucher, je fais excusez-moi. Bonjour, pardon, désolée de vous déranger dans votre travail. Oui, bon... Désolé. Bonjour. J'ai beaucoup de travail. L'homme devant toi ramasse les quelques livres qu'il vient de laisser tomber. C'est alors que tu aperçois que quelque chose est épinglé à sa chemise. Sous sa veste, le pins. Ouais, mais est-ce que je détruis la couverture, hein? Vous pouvez vraiment pas m'aider. Et tu sais, je touche un peu le pin en mode. Non, Non. désolé. J'ai beaucoup de travail.
Je dois trier les livres. Oui, c'est ça. Je dois les trier. Ok, j'insiste vraiment pas alors. Bon, c'est pas grave. Merci, bon courage. Il se fiche quelques instants et repart entre les étagères. Tu retournes voir tes collègues. Il y a vraiment quelque chose de pas net dans cette ville. Il fait partie de l'agence. Et c'est pas la première personne que je croise. Il fait partie de l'agence. Est-ce qu'il fait vraiment partie de l'agence? Est-ce que c'est sûr? Il a le pins. C'est le même que le nôtre? Le même. Le même, on dirait qu'il n'en a pas conscience ou alors il l'a tout oublié. Les gens ont l'air perdus ici. On m'a dit qu'il y avait 2 agents qui avaient été envoyés pour cette mission. Vous pensez que ce sont eux? Ou alors on leur a volé leurs vêtements peut-être? Peut-être qu'on leur a volé leurs vêtements. On m'a pas donné leur nom ni leur photo, donc je ne peux pas vérifier, mais on m'a dit qu'ils avaient perdu contact. Je regarde ma montre. Peut-être est-ce qu'on devrait rentrer à l'hôtel, essayer de manger un bout et peut-être que la nuit nous portera conseil. Est-ce que par hasard vous avez trouvé des informations sur une maison? En tout cas, tout a l'air de se rejoindre entre cette maison, une église, peut-être l'attitude étrange des gens de cette ville. On a trouvé un ancien plan avec la localisation d'une église qui semble détruite, près de la forêt. Peut-être là où les enfants auraient disparu. Ça a l'air de se recouper. Il faudrait peut-être aller jeter un coup d'œil à cette église ou ce qu'il en reste. Ça coûte rien. Je propose que nous nous reposions et nous allions demain matin à la première heure à cette église. Ou en tout cas ce qu'il en reste. Ce serait aussi intéressant d'aller voir les parents, leur réaction face à la disparition de leurs enfants. Ça a pas l'air de les affoler plus que ça. J'ai l'impression que s'ils s'en préoccupent pas autant que ça, c'est que quelque chose se trame et qu'ils s'en font peut-être partie. C'est ça. Est-ce qu'on va les voir et on prend le risque de les alerter sur le fait qu'on fouille? Eux n'osent pas parler. Ils sont peut-être contraints au silence. On pourrait faire en gros comme si on allait faire une petite balade, voilà, comme tout le monde nous le propose dans la ville, dans le bosquet, dans la forêt, de passer par l'église en premier et puis après, éventuellement, si on trouve rien, aller voir les parcs. Et se lever aux aurores comme de bons petits campeurs que nous sommes, de bons petits marcheurs que nous sommes, touristes, nanana, petits sacs à dos, voilà. Ça me paraît être un bon programme. Partons sur ça. Madame Médusa, vous m'avez dit que les agents ont disparu il y a combien de temps? Ils ont disparu il y a 2 semaines. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a 2 semaines. Peut-être durant le repas. Je ressors la brochure et c'est la réceptionniste de l'hôtel qui nous a donné ça. Elle aussi paraissait bizarre, vraiment bizarre. Elle nous en a parlé comme si c'était quelque chose d'actuel. Enfin, c'est comme si le temps semble s'être figé depuis 2 semaines. En tout cas, ils ont l'air d'insister beaucoup sur le fait de manger de la viande. Ils ont l'air d'aimer ça. Vous avez vu comment ils voulaient nous proposer son saucisson, l'autre? Oui, Ok, à partir de maintenant, nous ne mangerons absolument rien de ce qui vient de cette ville. Vous restez pensif quelques instants. Sans que vous vous en soyez aperçu, la réceptionniste s'est rapprochée de votre petit groupe. Elle se plante devant vous et vous demande de partir. C'est l'heure de la fermeture. Les rues qui mènent à l'hôtel sont sombres et la chaleur beaucoup moins étouffante. Une fois arrivé, vous remarquez que l'hôtesse n'est pas dans sa loge. Vous montez dans votre chambre et vous vous organisez un repas avec des provisions qui étaient dans les valises fournies par l'agence. Après vous être assuré que la chambre était bien fermée, vous allez vous coucher. Vous échangez quelques paroles sans importance, puis la pièce plonge dans le silence. Vous vous endormez rapidement, fatigué de cette première journée bien remplie. Mais agent Burton, tu te réveilles, dérangé dans ton sommeil par un petit bruit, comme si quelque chose avait tapé contre une vitre. Tu sors de ton lit discrètement pour ne pas réveiller les autres inutilement, et tu t'approches de la fenêtre. De cette chambre, tu peux voir jusqu'à assez loin au nord de la ville, en direction de la forêt. Là-bas, tu repères un point lumineux qui se déplace et s'enfonce dans le sous-bois. Tu as l'impression que ce pourrait être la lumière de plusieurs lampes portées par des gens, ou peut-être des torches. Tu lâches un cri de surprise. Tout le monde se réveille en sursaut dans la petite chambre. Un corbeau vient de foncer tête baissée sur la vitre. La pauvre bête agonise sur le rebord de la fenêtre. Elle se tord de douleur et ses yeux rouge sang s'éteignent petit à petit. L'adrénaline redescend un peu. Certains ont même un petit rein nerveux en constatant qu'il n'y a aucun danger. Mais un nouveau bruit vous inquiète. Dans le couloir, quelqu'un est en train de marcher discrètement. Vous retenez votre souffle
La personne s'arrête devant la porte de votre chambre. Agent Burton, tu es toujours à côté de la fenêtre. À peine 2 mètres te séparent de ta valise et du pistolet qu'il y a posé dessus. Tu t'avances le plus discrètement possible, mais c'est apparemment insuffisant. Tu entends que la personne dans le couloir s'enfuit précipitamment. Tu te jettes sur ton arme, tu cours à la porte, mais plus personne. C'est trop tard pour cette fois.